Quelle est donc ta troisième stat du jour à nous présenter pour les Spurs 2024? Et bah, du coup, je vais prendre la stat que tu avais envie de donner parce que, effectivement, en fait, ce qui est marrant à Kazad, c'est que il est venu dans Moop Deep aussi récemment et il a sorti la même stat et c'est pareil, c'est une stat qui, en fait, que beaucoup de gens sortent parce qu'elle est vraiment intéressante. Victor Wembanyama, cette saison, en pull-up à 3 points, donc c'est-à-dire en sortie de dribble quand il crée lui-même son tir à 3 points et qu'il dégaine juste devant la ligne, pour le dire grossièrement, il a 37,5% d'efficacité. Donc encore une fois, tu as raison, c'est les chiffres, les gens ils s'imaginent pas vraiment, mais 37,5% de taux de réussite pour un joueur en pull-up à 3 points, bah, c'est juste dans l'élite de l'NBA en fait, tout simplement. Et je parle même pas des intérieurs, hein, je parle vraiment de l'NBA au global. Chez les intérieurs, bah, évidemment, c'est le seul. Enfin, j'ai envie de dire, c'est presque normal, quoi, parce qu'il est létal là-dessus. Et il est à 2,4 par match, donc c'est aussi un gros volume chez les intérieurs. Je sais pas exactement où il est dans le classement. Je sais pas si toi, tu as l'information de ce que Je peux le chercher. Azad, il a beaucoup plus de détails à chaque fois. Mais je sais pas exactement où il est dans le classement par rapport au volume, par rapport à l'efficacité, etc. Je peux vous dire qu'il est tout en haut chez les intérieurs, il est tout en haut chez les rookies. Il est dans le gratin dans la NBA. Et ce qui est super marrant, du coup, c'est que par exemple, il a autant d'opportunités en pull-up à 3 points que Devin Vassell. Donc, en fait, dans quel monde il y a un rookie de 2m24 qui arrive et tu dis, bon, allez, toi, tu prends 3 pull-up à 3 points par match. Ça, c'est improbable. Et le taux de réussite sur ces pull-ups, il est juste indécent. Et ce qui est super marrant, du coup, ce qui est super rigolo, c'est qu'en catch and shoot sur la saison, avec un volume à peu près similaire mais un peu plus élevé, 3,1, il est à 28,3% d'efficacité. Et ça, par contre, en termes de classement, c'est vraiment tout en bas enfin, pour les joueurs qui prennent autant de catch and shoot sur un match. Donc en fait, il est super efficace en pull-up, il n'est pas beaucoup efficace en catch and shoot, alors qu'évidemment, pour la plupart de la ligue, c'est soit vraiment les joueurs sont plus efficaces en catch and shoot qu'en pull-up, soit carrément pour la plupart des role players en l'occurrence, ils prennent des catch and shoot, et on leur laisse pas de pull-up parce que c'est des tirs qui sont trop compliqués, parce que tu veux pas utiliser tes actions offensives là-dessus. En fait, personne prend de pull-up comme ça et personne ne réussit comme ça, c'est normal. Donc en fait, c'est une vraie anomalie pour Victor, cette capacité à mettre tous ses pull-ups et en fait à mettre beaucoup moins de catch and shoot. Et je pense qu'à terme, quand ça va s'équilibrer, déjà en termes de pick and pop, il va être beaucoup plus dangereux parce que pick and pop, du coup, par définition, c'est du catch and shoot. Et par contre, ce qu'il fait déjà en pull-up, c'est assez incroyable. Maintenant, pour nuancer un tout petit peu, quand tu regardes depuis le All-Star Break, en fait, c'est déjà équilibré. C'est ça qui est un petit peu dommage. Enfin, c'est pas dommage, mais il est à 34% sur ses catch and shoot, il est à 32,5% sur ses pull-up, ce qui est du coup beaucoup moins bien sur les pull-up, mieux en catch and shoot, mais toujours en dessous de la moyenne de la ligue. N'empêche que du coup, il y a quand même des progrès à ce niveau-là. Et ça se justifie aussi parce que du coup, il a moins de coéquipiers maintenant parce qu'il y a beaucoup de blessures aux Spurs qu'avant. Donc ses pull-ups sont beaucoup plus défendus. Et puis les gens savent maintenant qu'il faut défendre le pull-up. Je sais plus qui était venu récemment. Je pense que c'est Nick Nurse. Non, c'était Frank Vogel qu'on avait interrogé sur cette. Est-ce qu'il faut sortir à 3 points, genre vraiment loin quand Victor arrive avec la balle pour défendre le pull-up? Et il a dit, en fait, maintenant, aujourd'hui, c'est un tir que tu peux plus lui laisser. Donc, par rapport au début de la saison, on ne laisse plus de pull-up facile, en fait. Donc, c'est aussi pour ça que ça s'équilibre. En tout cas, je pense que c'est une anomalie qui est super intéressante. Et surtout, ce qu'il a été capable de faire en début de saison sur ses pull-ups, à quasiment, du coup, 38-39% d'efficacité, de taux de réussite. En fait, pour moi, c'est terrifiant. C'est terrifiant pour l'NBA. C'est vraiment, tu te dis, t'as un mec de 2m24, il peut déjà tout faire sur les pick and roll et tout ça. Mais en plus, si tu montes pas assez vite, il peut juste dégainer en pull-up et te mettre le 3 points. C'est pas juste, tu vois, c'est pas normal. Personne ne devrait pouvoir faire ça. Donc, je pense que c'est une stat qui est super intéressante, qui est assez effrayante, mais qui révèle encore une fois aussi les axes d'amélioration de Victor, notamment sur le catch and shoot, et ce qui fait qu'il peut devenir beaucoup plus efficace. Oui, non, mais en effet, je pense qu'il y a un aspect, moi qui ai fait un peu de scouting, mais il faut comprendre que tout le monde n'a pas la même mécanique de tir. Déjà, notamment, et certains joueurs, ça paraît contre-intuitif ou paradoxal, mais certains joueurs sont plus à l'aise sur du pull-up que sur du catch and shoot. Tu vois, si je prends un exemple qui n'est pas celui d'un intérieur, Luka Doncic, par exemple, c'est exactement ça. J'étais sûr que c'était l'exemple, j'adore. Ah oui, c'est évident. Épisode 1 du Basket Lab qui a duré 4 ans, rien que sur le jump shot de Doncic, j'en parlais déjà. Mais oui, il y a des joueurs qui sont plus à l'aise en mouvement. Et à l'époque, j'étais pas rentré sur les détails, scouting, etc. Mais il y a un aspect où, tu vois, un mec comme Luka Doncic, il aime bien revenir en arrière, bien établir sa appui, mais surtout être en rythme, en fait. Bien fléchir les jambes et être en rythme. Et le fait de faire ça en pull-up, ça lui donne ce rythme pour bien entrer dans son jump shot, pour bien dégainer. Alors qu'en étant un peu statique, il n'a pas ça.
Et c'est pas le cas de tout le monde. Hein. Il y en a qui préfèrent, même la majorité sont meilleurs en catch and shoot. La moyenne des catch and shoot est bien plus élevée, donc que tir en réception de passe, hein, pardon pour le dire en français, que la moyenne des pull-ups, des tirs en sortie de dribble en mouvement. Il y a une donnée que, bah oui, tout le monde ne maîtrise pas le dribble non plus, donc c'est un tir plus difficile. Mais voilà, il y a aussi plein d'intérieurs, notamment tout ce qui est Karl Anthony Towns, tout ce qui est, je sais pas moi, qu'est-ce qu'on a en Miles Turner, Al Horford, c'est des gens qui ont ce qu'on appelle un set shot, c'est-à-dire que ils sont un peu à l'arrêt, ils décollent pas tant que ça sur leur jump shot, et par contre il y a cette flexion des jambes qui est intéressante, et voilà, en catch and shoot, ils sont très bons. Et le truc avec Wembanyama, j'ai l'impression que ça peut être le cas avec pas mal de grands joueurs où c'est difficile de fléchir les jambes, justement. Ça peut nous paraître un peu débile à nous, hein, mais quand tu fais 2m20, bah ouais, non, c'est pas si facile que ça. Et je pense que c'est pour ça que lui, il aime bien le pull-up, parce qu'il y a déjà ce mouvement à la base, et ce qui fait qu'il a cette flexion des jambes qui est plus naturelle, et ce rythme, en fait, du pull-up qui est plus naturel, là où, ben, en étant en catch and shoot un peu statique, il a pas ça, quoi. Donc moi, c'est un peu comme ça que je l'explique. C'est pas fréquent, mais on a beaucoup de joueurs un peu comme ça qui aiment bien, qui préfèrent le pull-up parce qu'il y a cette mise en rythme qui les propulse mieux sur leur jump shot, contrairement à du simple catch and shoot un peu statique. Et à mon avis, Wembanyama rentre un peu dans cette catégorie, quoi. C'est là-dessus où, tu vois, moi, une stat que je peux donner aussi, c'est au niveau des lancers francs. L'indicateur des lancers francs qu'on aime bien. Pourquoi ? Parce que ce sont des qualités qui sont corrélées, hein, le fait de mettre des lancers francs et le fait de mettre des jump shots. Donc c'est un bon indicateur à lire. Il est à 80%. 80%, c'est très bon notamment pour un intérieur, même pour un shooter en général. 80%, c'est bon. Ce qui veut dire qu'en effet, sur la saison, il est à 32% au général, à 3 points, ce qui est pas bon. Mais l'indicateur de lancer franc nous dit non, il est 32%, il est peut-être un peu trompeur. En tout cas, il y a moyen de faire beaucoup mieux. Donc en effet, comme tu dis, ça reste un axe d'amélioration, le côté catch and shoot. Mais comme tu dis aussi, c'est un mec qui, c'est quoi, il y a 1 ou 2 jours, là, on l'a vu, qui remonte le terrain, qui prend un hit check à 3 points sur un pull-up. J'ai jamais vu ça, quoi. Et c'était contre les Nuggets, justement, où Ouais. ils mettent 12 points non, ils mettent 17 points, pardon, en 3 minutes. Et je me souviens, je notais justement toutes les actions précisément. Et c'était, je pense, il y a 2 pull-ups de catch and shoot là-dessus. Et tu te dis, mais comment tu défends ça? C'était incroyable. Et vraiment, ça a retourné le match. Parce qu'évidemment, tu mets 17 points en 3 minutes, encore une fois. Il y a beaucoup de tirs, c'était vraiment genre, il arrive et première intention, des fois 2 mètres derrière la ligne. Ça, c'est indécent. Il arrive 2 mètres derrière la ligne, première intention, il reste encore peut-être 20 secondes sur l'horloge, il dégaine, il tire, et puis voilà, quoi. Donc c'est vrai que c'est assez. Ça devrait être illégal, je pense. Et au-delà de ça, je pense, pour expliquer la différence aussi, il y a le côté juste les passes de ses coéquipiers. Quand Victor il arrive en pull-up, la balle, elle est là où il veut. Et je sais que Ouais. ses coéquipiers ont mis du temps à vraiment trouver le bon moyen de faire les passes à Victor, parce qu'ils nous l'ont dit, tu vois. C'est vraiment un truc sur lequel ils ont bossé, c'est que Victor, il aime recevoir la balle à certains endroits. Je vous avoue, moi, je vois les matchs de haut, là où je suis, donc je vois pas très bien justement cette trajectoire-là, tu vois, verticalement parlant. Mais en fait, ils ont mis vraiment du temps à vraiment trouver le moyen de faire les bonnes passes à Victor. Je pense qu'il était plus à l'aise aussi à l'idée de juste prendre ses pull-ups, ou sur les mouvements des bras et tout ça, il était quand même voilà, il partait de là où il voulait, quoi. Alors qu'avec ses coéquipiers, il faut se réajuster, ça prend du temps. Et t'as la défense qui monte vite aussi. Donc je pense qu'il y a tout ça à prendre en compte. Et puis évidemment, il y a encore ce problème de spacing quand tu parles du 3 points de manière générale par rapport au lancer franc, c'est que sur la ligne des lancers, le spacing de son équipe ne l'affecte pas négativement. Alors que quand il joue, et que encore une fois, j'aime pas taper sur Jeremy Swan, parce que je l'adore, mais son défaut, c'est quand même que c'est pas un shooter. Quand t'as Jeremy Swan sur le terrain, tu peux te permettre de monter rapidement sur le tir de Victor et le défendre proprement. Parce que tu sais que le défenseur qui est sur Jeremy Swan derrière, normalement, il peut venir en aide derrière pour défendre le drive ou quoi que ce soit si c'est pas un 3 points. Donc en fait, tu lui prives aussi des options et tu laisses très peu de tirs ouverts. J'ai pas la stat de combien de tirs ouverts prend Victor par match. Je sais juste qu'il y en a très peu. Et justement, il est plutôt dans le bas du classement des joueurs en termes de tirs ouverts parce qu'il y a très peu de spacing autour de lui. Je pense que c'est pareil, ce qu'on voit aujourd'hui sur son lancer ou même à l'entraînement quand moi je regarde shooter, où je me dis la forme elle est vraiment bien et il a beaucoup progressé, ça part plus vite, c'est précis, c'est un bon mouvement assez fluide et tout ça, il est vraiment, c'est un beau tireur en fait. Et tout ce qu'on voit là en théorie sur comment il devrait tirer, je pense qu'on le verra aussi plus tard quand il aura plus de spacing autour de lui, qu'il deviendra meilleur évidemment, mais que son équipe deviendra meilleure aussi. C'est un petit peu le thème commun de toutes les stats de Victor, c'est à terme, quand l'équipe sera plus performante, les stats devraient progresser. Donc je pense qu'il y a ça aussi à prendre en compte. En tout cas, ce qu'on voit de Victor à 3 points cette année, c'est très dangereux. Moi, je ne m'attendais pas à ça cette saison. Je ne pensais pas qu'il serait aussi efficace à 2-1 distance NBA et de 2 avec la pression défensive qu'on lui met. Donc moi, je suis
même s'il est en dessous de la moyenne en termes d'efficacité, pour un mec de 2m24, je pense qu'on a rarement vu ça et enfin, évidemment, on n'a jamais vu ça, mais que c'est plutôt prometteur. Oui, alors, parce que je suis allé vérifier les stats, pardon. Effectivement, je pense que, comme tu nous disais, Todd Whitehead, le mec de Synergy, a un peu raison, parce qu'il y a marqué qu'il prend quasiment que des tirs ouverts. Mais sauf qu'en fait, Je pense pas, ouais. bah ouais, non, en fait, non. Mais effectivement, il est en train de casser les systèmes de tracking data. Mais non, mais je pense qu'il y a un truc qui est très basique aussi sur les catch and shoot. Moi, j'ai parlé de la poussée sur les jambes et la mise en rythme. Mais comme tu dis, il y a aussi le fait que le passeur, il les passe. Et en fait, ça paraît bête, hein, pardon, mais la hauteur des mains de Wembanyama, c'est pas la hauteur des mains de n'importe quel joueur NBA, en fait, tellement il est grand. Donc il y a peut-être aussi cet élément où, en plus, t'as pas non plus des tonnes de très très bons passeurs non plus. Mais en effet, tu vois, c'est un repère nouveau auquel il faut s'ajuster parce que quand t'es censé faire une passe pour quelqu'un, tu essaies de la mettre dans les mains pour qu'il puisse shooter le mieux possible. Mais comme dit, hein, Wembanyama, il est plus grand que tout le monde de 4 têtes, donc la hauteur des mains où il faut viser, c'est pas la même que que la hauteur des mains de n'importe qui, quoi. Donc effectivement, je pense que c'est aussi à prendre en compte, quoi. Non, clairement. Quand je regarde juste pour information sur du coup le site de Thinking Basketball qui fait lui aussi un tracking du coup de ces données-là, Victor, tu vois, par exemple, il est sur les grands ouverts à 3 points, il est sur 0,7 par 36 minutes. Donc, ah oui, d'accord. Donc c'est pas le même chiffre que NBA.com, effectivement. Ouais, je sais pas exactement comment le tracking se fait entre les deux. Après, c'est aussi, peut-être, je sais pas, les critères. Le site de Thinking Basketball est un petit peu obscur. Et j'aime bien parce que souvent, il y a des bonnes données, justement. Et du coup, ces stats-là, du coup, 0,7 par 36 minutes, ce serait dans les 10% les plus faibles de la ligue. Ouais. En fait, très, très petit ouvert. Donc, je pense qu'il y a ça aussi quand même En fait, la défense, elle se concentre sur Victor, donc fatalement, c'est un peu compliqué parfois. Et sur les tirs ouverts qu'il prend, je pense aussi qu'il y a cette question de c'est quoi la distance de ligne à 3 points. Parce que Victor, c'est un joueur qui n'hésite pas à dégainer un pas avant la ligne à 3 points. Donc, en fait, il y a aussi beaucoup de tirs difficiles qu'il prend, qui baisse un petit peu sa moyenne à 3 points. Je pense qu'à terme, ça va aller dans le bon sens. Hein. C'est aussi ce truc. Et ce que tu dis sur les passes, ça rejoint ce que je disais avant. Je pense qu'à terme, quand tu auras de meilleurs passeurs dans l'équipe, juste, ça va aussi permettre d'être mieux en rythme, d'avoir de meilleures positions et du coup de prendre de meilleurs tirs. Donc, je pense que c'est pareil, c'est un truc qui va évoluer. En tout cas, je pense que cette stat pull-up catch and shoot sera un de mes grands regrets de la saison. Ça fait peut-être 5-6 matchs que je me pose la question à chaque fois de est-ce que je lui pose des questions en conférence de presse parce que j'ai pas beaucoup de questions à lui poser. Et à chaque fois, il y a un autre sujet qui presse ou alors ils viennent de se prendre une grosse raclée et je peux pas trop poser la question parce que je sais qu'il va pas me répondre vraiment honnêtement. Donc, je t'avoue que j'aimerais bien pouvoir lui poser la question, mais il reste plus qu'un match. Donc, dommage. Ce sera j'y penserai la nuit quand j'arriverai pas à dormir. Bon, après, il m'a dit qu'il devait passer cet été là sur le Basket Lab, donc peut-être je t'inviterai pour que tu lui poses. J'arriverai en tant que guest surprise. Salut Victor, pour Catch and Shoot d'ailleurs. Non, je pense qu'en plus, un jour, si on l'a sur le Basket Lab, ce sera grâce à toi. Donc non, mais effectivement, on est d'accord. On est d'accord. Je pense que le talent autour compte beaucoup. Mais voilà pour le jump shot de Wembanyama. Oui, effectivement, ce que je voulais dire. On ne choisit pas quels stats sont les meilleurs, hein, mais on est d'accord que les stats de Thinking Basketball que tu viens de nous dire recoupent un peu plus notre impression visuelle, on va dire, de ce qu'on a vu cette saison. C'est ça, voilà. Contrairement à NBA.com qui dit il a tout le temps été ouvert, ça paraît louche. Donc effectivement. Merci d'avoir écouté cet extrait. S'il vous a plu, l'émission complète est disponible en description et on se donne rendez-vous sur le feed principal du Basket Lab pour l'intégralité des podcasts. À bientôt.